Salut à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et je pense qu'aujourd'hui il est important de vous expliquer un peu ce que l'on entend même sur les plateaux, particulièrement plateaux français, de la part de spécialistes, d'experts des États-Unis d'Amérique, qui lorsqu'on aborde des sujets, surtout en ce moment où cette année, au mois de novembre, nous allons voter pour le futur président des États-Unis d'Amérique, vous avez sans doute entendu parler de la bouche de ces gens. Oui, mais il est vrai que les Américains, le peuple américain est fracturé. J'ai envie de dire, quel peuple n'est pas fracturé quand on se rend compte petit à petit de l'état, de la situation, du paysage politique, seulement du paysage politique. Je ne parle même pas d'une conscience sociale, économique, politique, sociologique, etc. Alors, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas une fracture, mais il y a de multiples fractures. Pour bien comprendre, et c'est un peu un phénomène d'ailleurs qui se retrouve dans la plupart des pays aujourd'hui, et plus particulièrement les pays occidentaux, c'est que il y a une phase importante au XXe siècle qui a changé complètement du tout au tout la façon dont le peuple a une perception du paysage politique, ou tout du moins de ceux qui les dirigent. C'est évidemment l'information. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'information, elle circulait comment ? Elle circulait par des journaux, ou elle circulait par des gens qui expliquaient, qui racontaient, qui lisaient parfois les journaux, parce que au XIXe siècle, il y avait encore une grande part de la population qui ne savait ni lire ni écrire. L'éducation, se généralisant, a permis à de plus en plus de gens du peuple de savoir lire et écrire. Et par conséquent, sont des consommateurs potentiels d'informations au-delà de la lecture de livres avec des romans, avec de la science, avec de l'histoire. Et petit à petit, au XXe siècle, la radio, puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la télévision, vont commencer véritablement à démocratiser la compréhension du monde. Pas seulement de ce qui se passe dans votre pays, mais ce qui se passe ailleurs. Et c'est là que les États-Unis ont déjà un petit peu une différence. C'est que, en ce qui concerne l'actualité par l'intermédiaire de la télévision en France, elle parle parfois du monde. Elle fait des reportages, il y a des documentaires sur d'autres pays, sur d'autres cultures, sur d'autres fonctionnements, voire même parle de situations que chez nous, ici aux États-Unis, certaines chaînes en parlent, mais ce ne sont généralement pas des chaînes avec une audience importante, de telle manière à ce que au moins la moitié des Américains soient informés. Aujourd'hui, aux États-Unis, la plupart des chaînes d'information relatent des événements, ont des transcriptions idéologiques, parce que les chaînes de télévision américaines sont aussi idéologiques. Je veux dire, vous en avez déjà entendu parler, que ce soit CNN, que ce soit la Fox, que ce soit ABC, que ce soit la ABC, CBS. Ce sont des chaînes qui suivent la ligne éditoriale de leur patron. ABC, par exemple, est possédé par Disney. CNN était possédé par, je crois que c'était Murdoch, à moins que ça soit Fox. Bon, Fox News n'est pas Disney, puisque Fox News est une entité qui s'est extirpée de la vente du groupe Fox à Disney, donc Fox News n'appartient pas à Disney, c'est une entité aujourd'hui indépendante. Fox News est une chaîne conservatrice. CNN est une chaîne
modérée, penchante conservatrice, parfois progressiste, peu importe, ça dépend. En revanche, tout ce qui est CBS, ABC, CBS News, NSBC et compagnie, là, ce sont clairement des chaînes progressistes. Là, ce sont des chaînes grand public. Je ne parle pas des chaînes payantes. Et donc, à partir du moment où les chaînes de télévision ont véhiculé de l'information parfois idéologique, les Américains ont commencé à comprendre un peu mieux la vie économique, politique, géopolitique, un petit peu, de leur pays et du monde en général. Sauf que ça, évidemment, ça a commencé aussi à mettre en évidence la crédibilité du paysage politique américain. Et on peut dire que les choses ont commencé dans les années 70, quand les 30 glorieuses, comme on les appelle, se sont terminées, que le développement économique américain, tout d'un coup, a été stoppé. Pour ceux qui connaissent les Nixon qui a quitté les accords Bretton Woods, le choc pétrolier, ce qui a fait que très rapidement, dans la société américaine, dans certains endroits, New York par exemple, si vous allez voir des photos de New York des années 70, même dans le cinéma, ça a souvent été relaté, il y a une descente aux enfers de la société américaine, c'est-à-dire qu'il y a eu un appauvrissement grandissant, plus particulièrement dans les minorités. Et donc il y a un moment donné où quand vous êtes dans la merde, il y a quand même des gens qui se disent mais comment on en est arrivé là? Et c'est là que, grâce à l'information, grâce aux livres, grâce à des documentaires qui sont diffusés par des télévisions qui sont parfois des télévisions un peu neutres et qui font en sorte d'avoir une certaine objectivité pour traiter certains événements, il n'en est pas moins que, par exemple, dans les années 70 et dans les années 80, il sera très difficile pour les Américains de comprendre les réels enjeux qui ont fait que les Américains ont perdu la guerre du Vietnam. Avant ça, on a mis ça sur le compte de la désaffection du peuple américain ou d'une partie de la jeunesse américaine contre la guerre du Vietnam, alors que ces Américains ne comprenaient pas qu'en réalité, la guerre du Vietnam, c'était une guerre en réalité contre l'hégémonie, contre le communisme invasif. Communisme dont d'ailleurs toute la culture qui a été imposée dans l'éducation même des Américains, aujourd'hui un Américain, en règle générale, dès que vous leur parlez de communisme, pour eux c'est l'ennemi, c'est le diable, c'est l'antéchrist. D'où la raison pour laquelle vous avez des Américains aujourd'hui qui assimilent souvent certaines personnalités politiques plutôt progressistes, ultra-progressistes, qu'on pourrait appeler de gauche dans un terme français. Pour beaucoup d'Américains, ces gens sont des communistes. Alors que pas du tout. Mais bon. Et c'est pour ça qu'il y a eu un processus, à partir des années 50, où certains sociologues se sont rendus compte que si nous laissions la liberté des Américains de pouvoir justement accéder de plus en plus à l'information, eh bien, à un moment donné, ils risqueraient de se rendre compte que finalement, on se fout de leur gueule. Que finalement, le paysage politique, que les politiciens de premier plan sont en réalité des traîtres à la nation. Donc, on a adopté une politique isolationniste. Et dans cette politique isolationniste, c'est-à-dire qu'on a pris le contrôle des modèles d'éducation, de telle manière à ce qu'on éduque les Américains sur ce qu'on veut qu'ils apprennent, mais pas pour le reste. C'est-à-dire que petit à petit, le mode éducatif américain a mis un petit peu de côté le libre arbitre, la liberté de penser. À tel point que dans les années 80, évidemment, l'arrivée de Reagan et de tout le côté très patriotique, critiquer Reagan, critiquer le patriotisme américain, exacerbé, vous étiez un hérétique. Et ça s'est empiré avec les croisades,
la guerre du Golfe, et par la suite, il y a eu la Somalie, il y a eu... alors la Yougoslavie c'est un peu différent parce que c'était sous l'égide de l'OTAN, mais encore une fois de plus, je rappelle, le commandement militaire de l'OTAN appartient aux Américains. Et de fait, on arrive au début des années 2000, 2001, et évidemment 11 septembre, et là, c'était terminé. C'était terminé parce que là, la chape de plomb est tombée sur le peuple américain, c'est-à-dire que là, il fallait... L'Amérique est attaquée, il faut répondre. Donc là, tous unis derrière la bannière étoilée. C'est-à-dire qu'en gros, la période post-11 septembre, les Américains ont complètement oublié ce qui s'était passé avec le Vietnam. C'est-à-dire qu'en fait, on a remis le couvert. On a tellement remis le couvert que là, par contre, même sur le plan civil, on a eu ce qu'on appelle le fameux Patriot Act. Ce fameux Patriot Act qui a eu des dérapages, c'est-à-dire qui a permis à des Américains de dénoncer leurs voisins parce qu'ils ne pouvaient pas les blairer. Et les voisins ont été arrêtés, ont été mis en prison pendant l'enquête pour vérifier si oui ou non ces personnes pouvaient être des dangers pour la sécurité nationale. C'est avéré que finalement, beaucoup d'entre eux n'étaient pas du tout ce que certains ont pu dénoncer qu'ils étaient. Mais en revanche, le temps que ça a mis pour les blanchir, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur boulot, la famille, la maison, enfin... Socialement, c'est des gens qui ont été massacrés. Sauf que ça a commencé un petit peu à remonter à la surface. C'est-à-dire cette frénésie patriotique, elle a eu en fait un revers de médaille. Et c'est là que ça a commencé à merder. Ça a commencé à merder quand les premiers vétérans qui avaient terminé leur service sont revenus au pays. Alors évidemment, certains d'entre eux ont été instrumentalisés pour les mettre en avant. Oui, on vous remercie, la nation vous remercie, la patrie vous remercie pour le sacrifice que vous avez fait. On a fait revenir des corps dans des caisses en grande pompe, etc., pour bien faire pleurnicher dans les chaumières et réaffirmer l'intérêt que l'armée américaine doit absolument gagner cette guerre. Et finalement, ils l'ont gagné. Ils ont gagné la guerre en Irak. On se souvient de Bush avec son arrivée sur le porte-avions, je ne sais plus lequel c'était, Nimitz, ou je crois que le Reagan n'était pas encore entré en activité. Sauf qu'en réalité, non, les Américains n'ont absolument rien gagné. Oui, ils ont dégagé Saddam Hussein. Plusieurs années plus tard, vous avez eu l'affaire, la grande mise en scène de l'élimination de Oussama Ben Laden. Là encore, pas de photos, pas d'images, vite fait expédié, envoyé par le fond, pas de traces. Alors évidemment, ce genre d'événement, surtout aux États-Unis, de par son contexte, de par les faits, ont amené évidemment énormément de spéculations. Une des spéculations, par exemple, c'est le fait que, en réalité, Oussama Ben Laden avait déjà été tué bien avant, mais que son corps a été conservé au cas où, pour justement pouvoir faire une mise en scène et faire disparaître le corps, ni vu ni connu, et je t'embrouille. Comme ça, ça permettait de pouvoir continuer à faire tourner la machine militaro-industrielle. Sauf qu'il y a un moment donné où tous les vétérans progressivement commençaient à revenir à la vie civile. Eux commençaient à raconter ce qui se passait en réalité. Qu'en réalité, on leur a vendu les armes de destruction massive qu'ils n'ont jamais trouvées. Ils ont vu des camarades qui ont pété les plombs et qui ont fini par faire des conneries, qui ont vu des unités de sociétés de sécurité privée, Blackwater par exemple, la plus connue, où ces mercenaires étaient des tarés.
D'où, à un moment donné, ces fameuses images, ces fameux documents qui ont été révélés par Wikileaks sur le fait que ça commençait à partir en couille. Et à un moment donné, on a dit là, non, on ne peut pas continuer. Et idem pour l'Afghanistan. L'Afghanistan, finalement, plus de 10 ans de présence américaine pour un résultat nul, puisque aujourd'hui l'Afghanistan est retourné sous le contrôle des talibans. Donc si vous voulez, entre les vétérans qui reviennent et qui racontent autour d'eux qu'en réalité on s'est foutu de leur gueule, qu'en réalité ils ont manipulé le peuple américain pour les intérêts de la caste financière, et la fracture là, ça y est, là elle a pété. Alors là-dessus évidemment, on a progressivement commencé à mettre le couvercle des complotistes, jusqu'au symptôme ultime, je dis bien du symptôme ultime, c'est l'élection de Donald Trump. Milliardaire, m'as-tu vu, qui est un personnage haut en couleur dans je ne sais pas si on peut dire la vie people, tout du moins des personnages de la culture ou de la société américaine. Évidemment, le jour où on apprend qu'il se présente à l'élection présidentielle, tout le monde a pouffé de rire. Les intellectuels, les progressistes ont pouffé de rire. Sauf qu'ils ont moins pouffé de rire quand ils ont commencé à voir des sondages, même des sondages internes, voir Trump progresser de façon fulgurante. Et c'est là que tout d'un coup, même du côté des républicains, la question s'est posée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe tout simplement que votre politique traditionnelle bipartie ne fonctionne plus auprès d'un certain nombre d'Américains. Et un certain nombre d'Américains qui, jusqu'à maintenant, certains de vos experts, certains de vos spécialistes, vous ont dit oui, mais ça reste marginal. Oh non, là, ça n'est plus marginal. Et évidemment, le coup près, il est tombé en novembre 2019, pas 2019, 2015, puisque l'élection est élue 2015 et Donald Trump a pris, au moins que c'était en 2016, je ne sais plus, parce qu'avec ce décalage entre l'élection de novembre et l'intronisation en janvier, c'est l'élection de 2016. Parce que 4 ans prend, 2020, oui c'est ça. Le symptôme, oui, le résultat, voilà. Je rappelle en face, c'était Hillary Clinton quand même. Alors pareil, les démocrates, eux aussi, croyaient être dans un confort de se dire « Oh, c'est bon, on va mettre Hillary Clinton, ça va passer, finger in the nose. » Hillary Clinton, femme de Bill Clinton, et blablabla, etc. Pour succéder à Obama. Sauf que si le premier mandat d'Obama, les Américains, c'est vrai que on va lui laisser sa chance, etc. Le second mandat d'Obama, là par contre, ça s'est gâté. Ça s'est gâté, c'est-à-dire que on estime à peu près la moitié de l'électorat afro-américain qui avait voté Obama sur les 2 élections. Et à partir de, puisque Obama a été réélu en 2012, c'est ça ? 2012, oui. À partir de 2013, avec le printemps arabe, avec l'Ukraine, c'est-à-dire que les Américains ont commencé à dire, mais finalement, même si Obama est un très bon orateur, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, et qui justement réussit plus ou moins avec son discours à embobiner un petit peu tout le monde, le problème c'est que dans la réalité des faits, Obama est celui qui a balancé plus de bombes sur la Syrie que ne l'a fait George Bush sur l'Irak et l'Afghanistan.
le mec a été décoré du Nobel de la paix. Alors oui, bien sûr, d'un point de vue occidental, c'est une croisade. C'est une croisade des nations libres contre les nations du démon. La fracture américaine, elle a, et comme je vous l'ai dit, elle a commencé véritablement à s'ouvrir dans les années 70. Mais l'impact qui a véritablement là mis en évidence la fracture dans la société américaine, c'est évidemment le deuxième mandat d'Obama. Raison pour laquelle, s'il n'y avait pas eu ces guerres, s'il n'y avait pas eu ces interventionnismes, s'il n'y avait pas eu la crise de 2008, car je rappelle, la crise de 2008 a quand même eu beaucoup de conséquences graves sur la population américaine, plus particulièrement une population issue des classes moyennes. Classe moyenne aisée. Mais beaucoup d'Américains de la classe moyenne ont perdu leur maison à cause de la crise de 2008, à cause des mensonges, à cause de toute la foire qui a été faite pour essayer de doper un petit peu le système économique, pour essayer de doper un peu le système financier, qui avait des problèmes de rendement. Je ne vais pas vous refaire l'histoire sur les crédits, les faux swaps, les subprimes, etc. Si ça vous intéresse, il y a un film qui est très très bien, qui résume bien l'énormité du truc, qui est The Big Short, qui en plus est très bien réalisé. Il y a aussi un autre film qui lui par contre remet un petit peu sur la réalité, je me souviens plus du titre, qui lui est un film documentaire sur la chute de Lehman Brothers, et avant ça il y avait déjà eu l'affaire Enron quelques années bien auparavant, mais qui étaient déjà des signes annonciateurs. Mais on a planqué tout ça sous le tapis jusqu'au jour où ça a explosé. Et du coup, évidemment, beaucoup d'Américains, alors qui ont été touchés personnellement ou qui ont été touchés dans leur famille, etc., en ont voulu énormément à Obama, tout du moins à l'administration Obama, tout du moins aux démocrates, ces fameux démocrates donneurs de leçons, soi-disant sociodémocrates, qui en réalité ont été les premiers à croquer dans le système financier. Et du coup, en 2016, quand Donald Trump a commencé à piquer finalement la primaire, là les démocrates ont commencé à se dire pas bon du tout. Parce que si un milliardaire qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais eu une carrière politique, qui n'a jamais été aux affaires, et en plus qui s'appelle Donald Trump, réussit haut la main à prendre la primaire républicaine pour être candidat républicain aux élections présidentielles 2016, là je peux vous dire qu'il y a plein de compteurs qui ont commencé à tourner au rouge. Et puis après il y a eu l'affaire des mails de la DNC, il y a eu l'affaire de Bernie Sanders, vous savez, Bernie Sanders qui était un bon challenger, mais à qui on a mis des bâtons dans les roues parce que de toute façon, les ténors de la DNC, les ténors démocrates avaient décidé que ce soit Hillary Clinton qui soit élue. Donc ils lui ont foutu des bâtons dans les roues, etc. Mais ça, le problème, c'est que ça s'est vu, ça s'est entendu. Il y a eu beaucoup de scandales qui ont tourné autour des démocrates et la candidature d'Hillary Clinton, etc. Et évidemment, ça fait du mal. Évidemment, les démocrates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ça sur le compte, c'est la faute des Russes. Puisque quand Donald Trump a été élu, vous vous souvenez, pendant presque 3 ans, ça n'a pas arrêté d'essayer de convaincre le peuple américain que Donald Trump a finalement peut-être été aidé par un interventionnisme russe. Au final, ceux qui ont été des accusateurs publics n'ont jamais pu prouver que Donald Trump avait été aidé par les Russes, avait été aidé par le Kremlin. Mais là encore, tout d'un coup, quand ils se rendent compte que finalement ça ne marche pas,
on planque tout ça sous le tapis. Et on espère que le peuple américain va oublier. Sauf que le peuple américain n'a pas oublié. Alors, sursaut évidemment, suite au bilan très mitigé de 4 ans de Donald Trump, une partie de l'Amérique a décidé finalement de redonner sa chance aux démocrates en élisant Joe Biden. Sauf que, encore une fois, on a joué l'émotionnel, on a joué l'hypersensibilité, c'est-à-dire vous détestez Donald Trump, votez Biden. Sauf que le problème, c'est qu'il y a au moins 80% des Américains qui ont voté Biden qui, s'ils avaient eu le choix, ils auraient voté pour quelqu'un d'autre. Mais on ne leur a pas donné le choix. Souvenez-vous, la façon dont les primaires démocrates ont commencé, c'était des candidats, on avait même été à un moment donné aller chercher John Kerry. Parce qu'aucun des candidats n'arrivait à véritablement ressortir. Et puis tout d'un coup, paf, on a sorti de la chaussure Joe Biden. Joe Biden, ancien vice-président d'Obama, donc là évidemment on a été chercher la nostalgie Obama. Et évidemment Obama était forcément dans le dos de Biden pour pousser un petit peu l'électorat, à dire surtout voter pour lui. Voilà. Et là actuellement il refait la même chose. C'est limite, il y a des fois, on se pose la question, mais qui c'est qui fait campagne? Est-ce que c'est Biden ou c'est Obama? Donc si vous voulez, ça renforce encore plus, aux yeux de certains Américains un peu informés, un peu cultivés, que le système américain, finalement, il est mort. La démocratie américaine, elle est morte. Mais comme la démocratie américaine est presque sacralisée au même point que la religion, il y en a qui y croient encore. Alors, il y en a qui y croient, mais ils croient par rapport à leurs idéologies. C'est-à-dire que les Trumpistes, par exemple, sont convaincus que Donald Trump est le sauveur de la démocratie américaine. D'autres, chez les progressistes, sont convaincus que Hillary Clinton aurait été une très bonne présidente. Et que ces mêmes qui considèrent qu'Hillary Clinton aurait été une même présidente, vont revoter Joe Biden. Même si Joe Biden aujourd'hui fait la démonstration que c'est plus lui qui dirige le pays, que c'est l'État profond. En plus, il y a eu certains scandales, il y a eu certaines affaires qui démontrent bien que l'idée d'un État profond, sur lequel certains couvrent évidemment du couvercle du complotisme, de l'idée complotiste. Il n'y a pas d'État profond aux États-Unis, c'est faux. Ah bon? Alors expliquez-moi pourquoi il y a eu autant d'affaires à l'époque de la présidentielle en 2016 entre Trump et 2020 pardon, entre Trump et Biden, concernant des implications du FBI, concernant des implications de certains réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Des censures qui ont été faites. Je rappelle, Donald Trump s'était fait carrément virer de Twitter. Twitter, société privée, s'est autorisé de censurer la parole d'un candidat à la présidentielle. Bon, depuis, on a vu l'affaire. Dorsey s'en est pris tellement plein la gueule qu'il s'est dit « Oh, c'est bon, moi, je quitte le navire, machin, etc. » Et finalement, le navire a commencé un petit peu à osciller et il y en a un qui a mis un chèque sur la table en disant « Voilà, moi, je vous rachète, mais à mes conditions. » Évidemment, c'est Elon Musk. Donc, les fractures, elles sont multiples dans la société américaine. Alors, les Américains font amende honorable et arrivent quand même à essayer de vivre un petit peu ensemble, néanmoins. Mais, à l'arrivée de sujets sensibles, à l'arrivée d'échéances sensibles, là, les colères, les divergences reviennent au galop. Et ce qui se passe actuellement dans les universités avec les étudiants pro-Palestine, ça fait partie de la manipulation, ça fait partie du jeu. Alors que c'est à l'UCLA, à l'université de Los Angeles, où des étudiants ont décidé d'essayer de virer les pro-palestiniens, sauf qu'apparemment il semblerait que c'est des étudiants faisant partie d'une communauté pro-israélienne, un truc comme ça, enfin c'est
Donc oui, la société américaine est fracturée. Elle est fracturée de façon, je ne dirais pas permanente, mais quand vous avez des idées de sécession, des idées de guerre civile qui traînent dans l'esprit de certains Américains, dans l'esprit de certains médias, bien oui, la question, elle se pose. Et elle se pose légitimement, jusqu'où ça peut aller. Est-ce que ça peut aller à ce qu'à un moment donné, une portion d'Américains finissent par accéder ou accepter ou exiger finalement d'un État, d'un gouverneur, de ne plus suivre, de ne plus intégrer l'Union et de quitter l'Union et de faire sécession? Ça, c'est la question qui reste posée. C'est-à-dire que, en réalité, oui, l'épée de Damoclès, elle existe. Elle n'est pas flagrante, mais il suffirait d'un petit quelque chose, d'une élection truquée, pour que la fracture augmente et que là, peut-être en effet, des Américains commencent à agir. Et j'ai envie de dire, le fameux soi-disant coup d'État du 6 janvier 2021. Évidemment, tous les médias se sont efforcés à faire en sorte que ça soit considéré comme un coup d'État. Alors qu'en réalité, nous savons pertinemment que ce sont des Américains, en grande majeure partie, qui se sont fait un petit peu manipuler, galvanisés, pour aller au Capitole. Mais là encore, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que finalement, peut-être que ces Américains qui ont envahi, investi le Capitole, étaient-ils peut-être justement un symptôme supplémentaire de l'état, de la situation du peuple américain, divisé? Est-ce qu'il irait jusqu'à une guerre civile? Non, pour l'instant, pas vraiment. Donc voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur la situation, parce que c'est vrai que c'est compliqué, et malheureusement, il y a beaucoup d'experts, soi-disant américains, en France, qui simplifient et généralisent un peu les choses. Mais oui, très clairement, aujourd'hui, on peut dire qu'aux États-Unis, vous avez une confrontation entre l'Amérique traditionnelle, conservatrice, alors à différents niveaux, ultra-conservatrice, conservatrice modérée, etc. Modérée, libérale, et une Amérique ultra-progressiste, je dis bien ultra-progressiste, parce que les progressistes, plutôt laïcs, modérés, etc., et eux, ils sont un petit peu le cul assis entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils savent reconnaître qu'il y a un problème de tradition, qu'il y a un problème de destruction de la société, de destruction de certaines valeurs, et qu'il y a une volonté de soumission absolue du peuple américain par l'État profond. Mais ces ultra-progressistes, ils sont essentiellement urbains. Évidemment, dans ces lieux où il y a l'accès à la connaissance, où il y a encore, évidemment, un activisme politique, idéologique très intense, contrairement à l'Amérique plus traditionnelle, plus rurale, etc., où ça reste des fiefs, évidemment républicains, et aussi aidés par la religion. Ça, on ne va pas se cacher. Je veux dire, les républicains sont bien contents d'avoir quand même une omniprésence de la religion aux États-Unis pour un religieux, allez, on va dire à 80%, les religieux sont plutôt des conservateurs et pas des progressistes. Mais attention, quand je dis conservateurs, c'est pas péjoratif. C'est pas des racistes, c'est pas des c'est pas des homophobes, etc. Non, non, au contraire. Ce sont des gens qui ont une acceptation, qui ont une tolérance, comme vous et moi, mais qui, voilà, sur certaines valeurs, ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord qu'on impose dans les écoles, par exemple, la culture trans-LGBT. Ils ne sont pas d'accord que
on fricote avec des mouvements d'extrême gauche ou qu'on fricote avec des mouvements radicaux islamiques. Alors, il y a quand même quelque chose qui galvanise quand même toutes ces diversités, tous ces conflits, c'est que les États-Unis, c'est quand même avant tout le dollar, le business. Et ça sauve encore la situation. C'est-à-dire que vous pouvez trouver dans des entreprises des Américains qui font partie d'un bord ou d'un autre, même si parfois ça ne se parle pas, ça ne se côtoie pas, par pure conviction idéologique, mais ils arrivent à travailler ensemble, parce que le business avant tout, le dollar. Donc c'est ça qui tient encore sous perfusion la société américaine, ou tout du moins l'équilibre dans la société américaine. C'est pour ça que le danger de l'état profond, le danger de la finance, c'est de faire en sorte que le dollar ne s'effondre pas. Et c'est pour cette raison que je vous dis souvent que si jamais un jour le dollar venait à être menacé, soyez assurés que les Américains feront en sorte de liquider l'Union européenne et par conséquent l'euro. C'est logique. Je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas, les commentaires, proposez aussi vos observations que vous avez peut-être compris ou observées par vous-même. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.